8h13, votre invité Sonia Mabrouk est députée au Parlement européen et président par intérim du Rassemblement national. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Bonjour. La Nouvelle-Calédonie restera française, le non à l'indépendance l'ayant emporté de manière écrasante, avec toutefois une participation en chute libre. Malgré tout, c'est un message puissant d'appartenance à la France. Oui, puis c'est un résultat qui est net, clair et sans appel, puisque pour le troisième référendum, pour cette troisième élection, je dirais, qui concernait la Nouvelle-Calédonie, ils ont fait le choix de rester français. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est un territoire qui a toujours marqué sa loyauté, je dirais, historique à l'égard de la France, puisque la Nouvelle-Calédonie a été l'un des premiers territoires, avec l'île de Saint, en métropole, à rejoindre la France libre du général de Gaulle en 1940. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Moi, j'ai été relativement choqué par le silence d'Emmanuel Macron dans ce référendum, puisque entre le choix de la France et le choix du néant, Emmanuel Macron n'a pas jugé bon de se prononcer. Ça me semble particulièrement inquiétant parce qu'il est le garant de la Constitution et par là le garant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République française. Avec la phrase « La France sera plus belle avec la Nouvelle-Calédonie », vous n'y voyez pas... Il l'a dit après. Et alors certains ont aurait aimé qu'il s'engage avant. Certains ont jugé justement que c'était stratégique de ne pas s'engager pour ne pas mettre plus de tension dans un tel référendum. Qu'en pensez-vous ? Il s'agit pas de tension. Il y a des accords qui ont été signés à la fois par Monsieur Rocard avec les accords de Matignon. Il y a les accords de Nouméa qui prévoyaient ces 3 référendums. On voit bien que le refus de ce que moi j'appelle des sécessionnistes, c'est au-delà des indépendantistes, ce sont des sécessionnistes, de participer à ce référendum vient sans doute du fait qu'ils savaient pertinemment que le résultat de ce référendum ne serait pas en leur faveur. Et donc ils ont fait le choix de le boycotter, de ne pas y participer. Et donc je déplore que le président de la République, qui est encore une fois le garant de l'intégrité du territoire, de la souveraineté territoriale de la France, n'ait pas fait le choix de se prononcer. C'est extrêmement grave. Mais vous n'avez aucun doute, Jordan Bardella, sur le fait que le président soit pour, évidemment, cette appartenance. Pourquoi il ne le dit pas ? Et qu'il la défende, évidemment. Il n'a pas souhaité se prononcer, c'est extrêmement inquiétant. Et Marine Le Pen se serait prononcée, et elle s'est prononcée en faveur du maintien. Je pense que nos outre-mer sont une richesse incroyable pour notre pays. Cela fait de nous le 2e espace maritime au monde. C'est une richesse incroyable qu'il convient évidemment de valoriser. Il y a des problématiques très particulières. Marine Le Pen sera dans quelques jours à La Réunion et à Mayotte pour évoquer notamment les tensions migratoires que subissent aujourd'hui Mayotte. Et Mayotte deviendra probablement le futur de la France si on ne reprend pas la main sur notre politique migratoire. À Nanterre, dans l'actualité, Jordan Bardella, une procession de catholiques menacés. Plus précisément, c'est le prêtre qui a été menacé d'égorgement. Une plainte va être déposée. Est-ce que ce sont des incidents évidemment très graves, des faits divers ou bien un fait beaucoup plus profond selon vous ? Bon, d'abord, moi, j'apporte évidemment mon soutien à ces croyants, comme j'apporte mon soutien à l'ensemble des catholiques de France. Ce que subissent les catholiques et les chrétiens aujourd'hui en France me fait de plus en plus penser à ce que subissent les minorités chrétiennes dans les pays musulmans du Moyen-Orient, puisque des lieux de culte chrétiennes au Moyen-Orient sont exécutées. Puisque nous allons devoir organiser désormais des processions sous escorte policière. Comme on le fait par exemple à Raqqa en Syrie, il y a eu en 2019, puisque l'année 2020 était concernée par le confinement, 1052 actes anti-chrétiens qui ont été commis contre des lieux de culte, qu'il y a eu dans notre pays ces dernières années des prêtres qui ont été égorgés, comme le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016 en Normandie, que des marchés de Noël ont été attaqués. Ils sont le symbole de notre civilisation, de ce qu'est la France. Je vous rappelle que nous avons célébré avant-hier le triste anniversaire des 3 ans de l'attentat contre le marché de Strasbourg, où je me rendrai demain soir. Le ministre de l'Intérieur s'est indigné. Il condamne cela et plus largement une présence policière renforcée a été mise en place hier autour des églises de Nanterre pour la procession. Qu'auriez-vous fait de plus au-delà de la condamnation unanime et consensuelle ? Mais il faut faire preuve de fermeté d'abord en matière pénale. Et puis il faut, je crois, avoir le courage et la volonté d'arrêter l'immigration, madame. Parce que derrière une grande partie des attaques qui sont commises, et pas seulement des attaques djihadistes d'ailleurs, qui sont commises contre les chrétiens dans notre pays, sont liées directement ou indirectement à l'immigration, comme ça a été le cas avec ces djihadistes qui ont attaqué le marché de Noël ou qui ont égorgé le père Hamel et qui avaient, je le rappelle, derrière eux 27 condamnations s'agissant de l'un des djihadistes qui s'est attaqué au père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis derrière le cultuel, il y a aussi une disent, Jordan Bardella, que ce sont très souvent des Français qui sont là depuis 2-3 générations. Oui, bien souvent, donc
arrêter l'immigration ne résoudra pas ce problème. Une grande partie des attaques terroristes que nous avons connues sur notre sol l'ont été par des gens qui n'avaient pas la nationalité française, près de 92% d'après Alexandre Delval, ou qui étaient des binationaux. Mais je veux dire aussi que derrière le culturel, il y a la bataille culturelle. Quand on voit aujourd'hui que des maires, et notamment le maire Rassemblement National de Beaucaire, Julien Sanchez, est condamné par la justice pour avoir mis une crèche dans le hall de sa mairie, il y a là un enjeu culturel majeur, une bataille culturelle à mener contre tous ces déconstructeurs qui veulent attaquer nos traditions. Lorsque la Commission européenne envoie une note interne à l'ensemble de ses salariés qui interdit en ces fêtes de fin d'année de souhaiter Joyeux Noël, le terme Joyeux Noël est proscrit, que l'on voit des maires comme à Besançon qui ne souhaitent pas Joyeux Noël, qui souhaitent un fantastique mois de décembre, on voit bien que se développe aujourd'hui un climat anxiogène de déconstruction de l'ensemble de nos traditions, et nous souhaitons effectivement que nos traditions soient fermement Cette déconstruction défendues. ne vient pas forcément de l'immigration, elle vient parfois de la classe politique française. Donc en quoi réduire ou arrêter l'immigration pourrait résoudre ce dont vous parlez? Ça éviterait une grande partie des attaques terroristes. Une grande partie des attaques terroristes, je l'ai dit, que nous avons subies sont liées directement à l'immigration. Il y a un an, très peu, il y a un an, l'église, la basilique de Nice, qui a été attaquée par un djihadiste tunisien qui venait d'arriver sur notre sol. Samuel Paty a été égorgé il y a maintenant un an, plus personne n'en parle, tout le monde l'a oublié, par un Tchétchène qui n'avait rien à faire sur notre sol. Et c'est comme ça pour la quasi-totalité des attaques terroristes. Je rappelle ce chiffre, 92% des attaques djihadistes qui ont été commises sur notre sol depuis 2012 l'ont été par des personnes qui avaient un lien à l'immigration. Donc si on veut s'attaquer à la violence dans notre société, si on veut s'attaquer au terrorisme, il faut évidemment arrêter l'immigration. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur nous expliquer qu'on a fermé 21 mosquées radicales sur les 570 qu'il y a aujourd'hui dans notre territoire, c'est dérisoire. Mais Monsieur Bardella, il y a des procédures, il faut prouver qu'il y a évidemment un trouble, qu'il y a quelque chose de nature à pouvoir être fermé. Non, mais je pense qu'il y a vous passez outre, oui, parce que vous passez toutes ces procédures je pense que ça judiciaires. s'appelle la prévention. Et je pense qu'on s'est oui, je pense qu'on a eu beaucoup trop de drames dans notre pays. Vous fermez. Sans pouvoir prouver si ce lieu est pourvoyeur d'un discours de haine. Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays, incluant les mosquées qui sont détenues par les frères musulmans, qui sont considérées, y compris dans certains pays arabes, comme aux Émirats arabes unis, comme des organisations terroristes. Des mosquées qui sont détenues par les mouvements tablir, par les mouvements salafistes. Des mosquées qui sont détenues par le gouvernement d'Erdogan sur notre sol, le gouvernement turc. Par anticipation? Eh bien, nous les fermons. Nous faisons voter une loi. Vous décidez vous-même de les fermer? Non, on fait voter une loi. Marine Le Pen a proposé et a présenté il y a quelques mois son projet contre l'islamisme radical, qui prévoit notamment que des lieux de culte qui diffusent cet islamisme radical puissent être fermés. Je suis étonné de vous entendre parler d'islamisme radical. Je croyais que l'islamisme était forcément radical. L'islamisme est forcément radical. Pourquoi vous me dites l'islamisme radical? Je suis content que vous soyez plus radical que je suis moi pas dans la radical. dialectique. J'essaie de comprendre votre rhétorique. Donc il y aurait un islamisme modéré. On peut même parler d'islam politique, ça ne me gêne pas, je n'ai pas peur des mots. Monsieur Bardella, vous me dites islamisme radical. Je demande est-ce qu'il y a un islamisme modéré? Non, il n'y a pas d'islamisme modéré, il n'y a pas d'islamisme radical. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas non plus de frères musulmans modérés, et que l'ensemble de ces organisations, comme par exemple les Miligorus, qui sont aujourd'hui aux mains d'Erdogan, de la Turquie, qui est dans une attitude extrêmement agressive à l'égard de la France, devraient être fermées, devrait être dissoute. Combien d'associations qui ont refusé de signer la charte de la laïcité, le gouvernement a-t-il dissoute? Il y a d'autres dissolutions. Une, peut-être, le CCIF, mais les Miligorus ne sont pas dissous, et les frères musulmans, qui se sont renommés désormais musulmans de France, ne sont pas dissous. Notamment, un autre sujet, on a 4500 étrangers qui sont fichés pour radicalisation. Pourquoi qu'on ne les expulse pas du territoire national? Dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir exigé une procédure de dissolution du groupuscule d'extrême droite, les Zouaves, soupçonnés d'être impliqués dans les violences au meeting d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ces dissolutions, vous les demandez également? Oui, mais qu'on applique ce type de procédure à l'ensemble des organisations aujourd'hui ou des associations qui perturbent la démocratie. Et ceux qui m'ont empêché, par exemple, moi, il y a quelques jours, de me rendre dans le quartier de la Guillotière à Lyon, ce sont des milices d'ultra-gauche. Et pour que je puisse me rendre dans ce quartier du centre-ville de Lyon, qui est devenu une zone de non-droit où les habitants ne supportent plus aujourd'hui d'être complètement submergés par l'immigration clandestine, par l'insécurité, où les femmes ne sortent plus de chez elles, qui m'ont empêché de me rendre dans ce quartier avec l'un de vos
votre confrère Jean-Marc Morandini pour tourner une émission qui a nécessité la présence de 400 policiers. Ce sont des milices antifa, des milices d'ultra-gauche. Ce sont ces milices qui ont attaqué, par exemple, à coups de cocktail Molotov et de grenades de désencerclement, le meeting d'un candidat, je pense, Éric Zemmour, il n'y a pas de dissolution de ces groupuscules? Parce que le gouvernement dit il n'est pas facile de les dissoudre puisqu'ils ne sont pas constitués en entité, en organisation. L'ensemble de ces associations détiennent des pages Facebook, l'ensemble de ces associations répondent à des critères qu'on appelle les critères des associations antifa, se réunissent et appellent à la mobilisation sur les réseaux sociaux. En vérité, les milices antifa et les milices d'ultra-gauche bénéficient de la complaisance de nos dirigeants politiques depuis plusieurs années, comme ils bénéficiaient d'ailleurs de la complaisance du gouvernement de Manuel Valls à leur égard. Et pour une raison très simple, Manuel Valls, c'est que ces avec mouvements, les antifas. mais tous les gouvernements qui nous ont précédés ont été complaisants à l'égard des antifas. Et pour une raison très simple, c'est que ces mouvements sont utilisés par le pouvoir pour nuire à certains mouvements sociaux, pour nuire au mouvement de contestation contre la réforme des retraites, pour nuire à ces grands mouvements populaires qui ont été les mouvements des Gilets jaunes. Les policiers eux-mêmes nous le disent, les syndicats de police nous le disent, nous n'avons pas les ordres pour intervenir et pour neutraliser que ce soit les antifas ou les black blocs. Donc je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation, de les dissoudre et de faire preuve de fermeté à leur égard. Et que répondez-vous à ceux qui disent que vous serez à l'inverse conciliant et complaisant avec plutôt les groupuscules d'extrême droite? Quel groupuscule d'extrême droite? Les Zouaves, par exemple, ou d'autres, on ne va pas vous faire liste. Est-ce que par rapport à la condamnation... Madame, je n'ai aucune complaisance et accordez-nous au moins ce mérite et d'avoir toujours été, en tant que parti politique, extrêmement ferme à l'égard de gens qui pouvaient avoir une volonté autre que de pratiquer la politique de manière démocratique. Marine Le Pen a toujours eu cette fermeté et en tout cas la violence, je la condamne, quel qu'en soit le bord politique, quelle qu'en soit l'origine, mais accordez-moi quand même le fait que ceux qui posent problème aujourd'hui et ceux qui viennent casser les meetings, ceux qui attaquent les forces de l'ordre, ce sont des milices d'ultra-gauche qui, elles, ne sont pas dissoutes et sont protégées et couvertes par le gouvernement. Dans le Figaro ce matin, Jordan Bardella, l'Office français de l'immigration et l'intégration détaille les demandes de séjour en France pour raisons médicales. Alors là, je précise à nos auditeurs, il ne s'agit pas de l'AME pour les clandestins, mais bien de titres de séjour tout à fait légaux pour raisons médicales. On y trouve en tête les Algériens, puis des Ivoiriens, Congolais, etc. Est-ce que notre modèle est envié, trop envié selon vous, et comment y remédier dans ce cas-là? Je pense que beaucoup de personnes qui viennent dans notre pays considèrent la France comme un guichet social. Voilà, considèrent qu'en venant en France, ils vont être soignés, logés, pris en charge, que leurs enfants vont être scolarisés, et tout cela évidemment aux frais de la princesse avec l'impôt du contribuable. Avant de commencer à éponger, il faut fermer le robinet de l'immigration. Parce que l'immigration nous coûte beaucoup d'argent. Des séjours parfois courts, pour des raisons médicales. Précise. Oui, d'accord, mais moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est qu'il y a un Français sur 3 qui n'arrive plus à se soigner ou qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens, de classes populaires, de personnes âgées, de femmes seules, de familles monoparentales qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois et qui, elles, n'entrent jamais dans les bonnes cases pour bénéficier de ces prestations sociales. Donc, notre volonté, elle est claire. Si nous arrivons à la tête de l'État dans quelques mois, nous couperons le robinet des aides sociales qui sont versées aux étrangers. Nous supprimerons l'aide médicale d'État qui fait que aujourd'hui on peut venir se faire soigner et de bénéficier quand vous êtes présente de manière clandestine de toute la palette de soins gratuites. Moi le conseil que j'ai envie de donner à nos concitoyens qui nous écoutent, c'est perdez votre carte d'identité. On a un peu le sentiment qu'en perdant la carte d'identité, vous serez mieux traité en étant étranger sur le territoire français qu'en étant membre de la communauté Pour la défenseur nationale. des droits, ce matin, il envoie notre devoir de solidarité. C'est ce qu'il dit ce matin. D'accord. Elle paiera avec ses impôts et elle paiera directement elle-même ses soins de gens qui viennent ici pour se faire soigner. Si nous sommes élus à la tête de l'État, Marine Le Pen instaurera la priorité nationale. C'est-à-dire que dans l'emploi, dans l'accès à l'emploi, encore une fois à compétences égales ou dans l'accès au logement à situation égale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui un tiers des immigrés au sens de l'INSEE occupent aujourd'hui un logement social, eh bien les Français seront prioritaires et nous instaurerons dans la Constitution la priorité nationale. Vous êtes Français, vous aurez la priorité chez vous parce que les Français n'ont qu'une maison et il est bien normal que nous leur devions le fruit de leur travail et le fruit de la solidarité nationale. Jordan Bardella, on a pensé qu'Éric Zemmour serait le pire cauchemar, certains l'ont dit, de Marine Le Pen pour cette présidentielle. Peut-être que ce sera finalement une femme, Valérie Pécresse, plus à même, selon les sondages à l'instant T, je précise, de se qualifier au second tour. Est-ce que c'est une adversaire politique redoutable et donc redoutée de votre part?
Non, je pense que Valérie Pécresse est peut-être plus macroniste qu'Emmanuel Macron. Et je pense que c'est ce que vous elle souhaitez. se veut. Non, je pense qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui distingue Emmanuel Macron de Valérie Pécresse. Et elle l'a dit d'ailleurs elle-même. Moi, je l'ai entendu sur le 2 décembre sur CNews auprès de votre confrère Laurence Ferrari dire qu'elle souhaitait faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'avait pas su faire. La réforme des retraites. Je l'ai entendu dire dans son meeting. Partie de l'électorat de droite, c'est ce qu'il demande. Je l'ai entendu dans son meeting de rentrée à Brive dire que, à propos d'Emmanuel Macron, il n'est que la pâle copie, je suis l'original. Et puis je l'ai entendu dire, je suis un tiers Thatcher, 2 tiers Merkel. Ça veut donc dire 0% Pécresse, mais on voit bien que dans la philosophie qui est la sienne, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre elle et Emmanuel Macron. Je m'étonne d'ailleurs de la manière dont cette information est traitée, mais vos confrères de Mediapart ont fait une révélation extrêmement intéressante. Ils ont révélé que Valérie Pécresse aurait remporté la primaire des Républicains en bourrant les urnes avec l'aide du vote communautaire, avec l'aide de votes étrangers. Donc peut-être que au-delà du fait de la voir mauvaise, peut-être que monsieur Barnier, qui est arrivé en 3e position, pourrait par exemple demander à ce que monsieur Jacob rende public les résultats par département. C'est intéressant, et monsieur Barnier. Pardon. C'est intéressant, Pécresse. Vous avez des citations, je vais vous citer une citation de Marine Le Pen sur Mediapart il y a quelque temps. Moi, je n'ai absolument aucune confiance dans les enquêtes de Mediapart. Mais peut-être que ça ne tient que quand il s'agit de vos adversaires. Demandons, mais allons. Marine Le Pen, moi, je n'ai absolument aucune confiance dans les enquêtes de Mediapart. Mais c'est intéressant pourquoi vous de cherchez noter. à couvrir cette information? Ne cherchons pas quoi cette information. Quand moi je cite une citation, elle n'est plus valable. Je m'étonne. Elle existe mais parce qu'il peut y avoir parfois des enquêtes qui sont des enquêtes militantes, comme il peut parfois y avoir des journalistes qui sont militants. Vous ne direz pas le contraire. Quand elle concerne vos adversaires, je dis juste que permettez-moi d'intervenir. Il faut qu'on lance la pub. On revient dans un petit instant, Jordan Bardella, et on vous laissera. Vous terminerez avec Dimitri et Mathieu Bock-Côté qui nous rejoint. À tout de suite. L'invité de la matinale. Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, est l'invité des entretiens présidentiels sur Europe 1. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jordan Bardella, restons sur le cas Valérie Pécresse. En l'occurrence, vous la renvoyez vers Emmanuel Macron en disant en la citant. J'arrive pas à trouver de différence entre les deux. Pour être totalement franc. On observe quand même, Jordan Bardella, que la droite LR a sensiblement durci ses positions sur nombre de sujets régaliens. On pense par exemple à la proposition d'un Guantanamo à la française d'Éric Ciotti, ou à Michel Barnier qui est demandant que l'on s'affranchisse de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que malgré tout vous n'y voyez pas le risque d'un siphonnage des voix du Rassemblement national, comme Nicolas Sarkozy était parvenu à le faire en 2007, comme une récidive de cette opération? Monsieur, ces gens-là se partagent le pouvoir depuis 30 ans dans notre pays. Valérie Pécresse, on a un peu le sentiment là dans la présentation qui est faite par la presse que Valérie Pécresse débarque et vient d'arriver. Valérie Pécresse, elle a été ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Elle a supprimé comme ministre du budget 12 500 policiers et gendarmes. Donc c'est quand même paradoxal de supprimer 12 000 policiers et de venir ensuite se plaindre de l'insécurité, de la montée de la violence dans notre pays. Valérie Pécresse, elle a participé d'un gouvernement, celui de Nicolas Sarkozy, comme d'ailleurs ses concurrents de la primaire LR, qui a fait rentrer 1 million d'étrangers sous le quinquennat Sarkozy. On en voit aujourd'hui le résultat, et qui a supprimé la double peine, c'est-à-dire la possibilité d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Donc que les LR viennent parler comme le Rassemblement national et comme Marine Le Pen à 6 mois des élections, comme d'habitude, comme toujours. Et je peux vous dire là qu'ils vont continuer à faire des propositions plus que plus. Mais moi, la question que je pose, c'est quelle est la sincérité de ces gens-là? Mais reconnaissez qu'elle est redoutable. Vous l'avez affrontée d'ailleurs à la région Île-de-France. Elle s'en est sortie avec un résultat tout à fait conséquent et éloquent par rapport à vous. Mais on peut être une bonne gestionnaire. Et Valérie Pécresse est une bonne gestionnaire de région. On peut être une bonne gestionnaire de région. Mais quand on est comptable du bilan d'un gouvernement passé, alors il faut en assumer les conséquences. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que moi je suis en face de Valérie Pécresse dans la région Île-de-France, dans l'hémicycle depuis 6 ans. C'est que Valérie Pécresse, elle donne des centaines de milliers d'euros de subventions, c'est-à-dire d'argent public du contribuable francilien, à des associations pro-migrants qui font la publicité, qui organisent l'avenue de l'immigration clandestine. Elle finance les pipes à crack que les riverains de Stalingrad sur lesquels ils marchent le matin lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école dans le quartier de Stalingrad, qui sont utilisés par... Valérie Pécresse finance les pipes à crack. Mais bien sûr. Mais nous l'avons dénoncé pendant la campagne des élections régionales. Elle donne de l'argent public pour cela. Donc, elle signait par exemple, je vais vous donner un autre exemple, puisqu'on parlait on parle beaucoup du wokisme et de ces déconstructeurs en ce moment. Elle a signé en 2010 une tribune avec Madame Taubira et Madame Rokhaya Diallo, qui était un appel pour une république multiculturelle et une république post-raciale dans laquelle on se plaignait que le roman national était un peu trop masculin et un peu trop blanc. Donc, voilà le vrai visage de Valérie Pécresse. Donc, il ne faut pas se fier, si vous voulez, aux quelques titres de presse
un peu flatteurs qui sortent de la primaire dans laquelle on la vend un peu comme la Angela Merkel française. D'ailleurs, elle prend Madame Merkel comme modèle. Je vous rappelle que Madame Merkel, qui vient de partir il y a quelques jours, enfin de partir politiquement, a fait rentrer 1,5 million d'étrangers en Allemagne. Donc, moi, si vous voulez, je veux bien les discours seulement ce qu'on retiendra d'Angela Merkel. On reconnaît que ça peut être aussi une femme politique de référence. Moi, je veux bien les discours de gros bras, les discours musclés à quelques mois des élections. Je note juste que Valérie Pécresse a quitté les LR en 2019 parce que la ligne Wauquiez, de Laurent Wauquiez, dont moi je me sens proche, était soi-disant trop forte, un peu musclée. Et puis finalement, elle revient par la petite porte en utilisant la ligne Wauquiez pour se faire élire. Quant à Monsieur Ciotti, si vous voulez, moi j'ai lu un tweet de Monsieur Ciotti, il l'avait déclaré d'ailleurs hier chez vous, il dit « Je serai le garant de l'existence d'une droite forte dans cette campagne ». Mais quel aveu! Monsieur Ciotti reconnaît donc que Valérie Pécresse, c'est l'éternelle victoire du centre mou, d'une droite faible de compromission, qui amènera exactement la même chose qu'Emmanuel Macron, dont je vous rappelle que plusieurs ministres, dont Madame Pécresse était proche, Monsieur Le Maire et Monsieur Darmanin ont déjà rejoint. Mais c'est assez intéressant parce que au-delà donc des affiliations partisanes ou des différentes étiquettes, vous venez de dire du bien de Monsieur Ciotti, vous venez de dire du bien de la ligne Wauquiez. Est-ce que fondamentalement, pour vous, au-delà des affiliations partisanes, Wauquiez, Ciotti, Bardella, Le Pen, Zemmour peut-être, c'est la même famille politique? La question de la sincérité se pose. Enfin, je veux dire, si Éric Ciotti était sincère dans ses convictions, lorsqu'il a eu l'occasion il répète la même chose depuis des années. Alors, madame, pourquoi a-t-il, entre Thierry Mariani, qui était candidat à la présidence de la région PACA, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, soutenu par le RN au mois de juin, et Renaud Muselier, qui était le candidat d'Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il appelé à voter Monsieur Muselier? Pourquoi là se met-il derrière Valérie Pécresse? Mais moi, je veux parler aux électeurs. Je veux dire, je sais très bien qu'il n'y a pas une once de sincérité derrière tous ces gens-là. Quand on fait campagne sur une ligne de droite forte, assumée, revendiquée, de défense de la nation, et qu'on se met derrière Valérie Pécresse, ça pose un problème de sincérité. Bardella, la formule arithmétiquement majoritaire pour une victoire de la droite, est-ce que précisément ça n'est pas la fusion des droites que plaide Éric Zemmour? Quand on voit la composition de l'électorat de droite aujourd'hui, on voit que les 2/3 pratiquement du vote de droite, c'est la droite populiste, et pourtant vous ne gagnez pas. Est-ce que ça n'est pas vers cela? Et donc vous rejetez Éric Ciotti comme étant... je le rejette pas, mais... si, vous dites que les originaux c'est vous, que les gens intègres c'est vous, mais que eux sont dans le cinéma d'une certaine manière. Mais monsieur, moi j'entends bien qu'on puisse nous faire des reproches, mais nous n'avons jamais été au pouvoir. Non, mais c'est une question de stratégie politique. Oui, mais si vous voulez, je réfléchis. Moi, je suis pas Monsieur Fourquet, je réfléchis pas en fonction des CSP+, en fonction des classes bourgeoises, etc. Le projet de Marine Le Pen, c'est de faire un gouvernement d'union nationale, c'est de servir la France et de servir les Français. Il y a des électeurs de droite qui sont peut-être plus proches de Marine Le Pen que de Valérie Pécresse, avec son projet à la retraite à 60 ans. Moi, je ne comprends pas comment un électeur de droite peut être séduit, Monsieur Bardella, par le projet de retraite de Madame Le Pen. Est-ce que c'est pas un projet d'extrême gauche? Non, mais moi, je veux bien que on discute de micro-mesures techniques. Mais l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est quand même de sauver la France. Les retraites, c'est une micro-mesure. Mais je dis pas ça. Mais un électeur de droite, aujourd'hui, il partage, comme l'électeur du Rassemblement National, dont certains d'ailleurs ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, la volonté de rétablir l'ordre et l'autorité dans le pays. Il s'inquiète de ne plus laisser ses enfants sortir seuls le soir, sans être agressés, ou de prendre les transports en commun parce qu'ils savent que leur fille va être harcelée dans les transports en commun. Il s'inquiète de voir leur culture, leur tradition, comme les traditions de Noël, attaquées de toutes parts, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur le terrain au quotidien, comme par exemple, on a plus le droit de mettre des crèches aujourd'hui dans les mairies. Donc, voyez bien qu'au terme de cette élection... Vous parlez de sauver la France. D'autres disent sauver la civilisation française. Est-ce que pour vous, le thème central de l'élection qui vient, c'est un thème civilisationnel, un thème identitaire? Moi, je pense qu'au terme de cette élection présidentielle, la France sera française ou ne sera plus. En 2022. Et que donc, le prochain président de la République sera patriote ou ne sera pas. Mais qui délivre les brevets de patriotisme? C'est vous, Français, ce matin, madame, dans le studio? Les Français. Si vous perdez, la France est perdue à jamais? Je pense que si un président patriote n'est pas élu au mois d'avril, alors il y aurait des conséquences probablement irrémédiables. Donc Emmanuel Macron, pour vous, n'est pas un patriote au sens où vous l'entendez? Non, je pense qu'Emmanuel Macron est un... Je pense en tout cas, il a une drôle de manière de le défendre. Et je pense qu'Emmanuel Macron est un déconstructeur et un liquidateur. C'est un déconstructeur de l'histoire de France. Il l'a dit lui-même, il faut déconstruire l'histoire de France. Il n'y a pas de culture française. Il a passé son temps à s'excuser de tout et n'importe quoi tout au long de son quinquennat. Il a expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Il a expliqué qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Il a flatté tous les mouvements d'ultra-gauche en expliquant que la police, qu'il y avait un racisme systémique dans la police. Il l'a dit à vos confrères de Brut.
il laisse là encore aujourd'hui vendre aux Émirats Arabes Unis une caserne militaire, l'un de nos plus grands joyaux historiques aux Émirats Arabes Unis. Donc il a vendu, la branche énergie d'Alstom aux Américains de General Electric quand il était ministre de l'économie. Donc il a une drôle de façon d'aimer la France, et je pense effectivement qu'il n'est pas un patriote. En tout cas, s'il l'est, il a une drôle de façon d'aimer la France, et ce n'est pas notre manière d'aimer la France. Donc il est un déconstructeur et un liquidateur, et quand on continue à faire rentrer tous les ans des centaines de milliers de personnes chaque année, d'alimenter les tensions, d'alimenter ce changement de population dans d'innombrables quartiers. Qui lui restent extrêmement favorables. Mais ça, c'est le jeu de la démocratie, madame. Et je pourrais vous répondre que des sondages mettent toutes les idées que nous défendons majoritaires dans l'opinion. Donc nous aurons ce débat. Et je pense que Marine Le Pen va être élue présidente de la République parce que c'est nécessaire pour le pays. Mais vous comprenez la portée de votre propos. Si vous dites 2022, si vous n'êtes pas porté au pouvoir, tout est perdu. Dès lors, c'est quoi la suite? Il est possible que vous perdiez en démocratie. On peut toujours perdre un peu. C'est la fin du pays? C'est la fin de la France? C'est pas la fin de la France. Mais en tout cas, nous irons sur un chemin qui pourrait évidemment avoir des conséquences irréversibles. Sur le simple changement de population, il y a des millions de Français aujourd'hui qui ne reconnaissent plus leur pays, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi, qui voient s'installer tout autour d'eux des boucheries confessionnelles, qui voient des femmes, l'intégralité des femmes de leur quartier porter le voile, y compris pour des femmes mineures, pour des enfants de 5 ou 6 ans. Donc, c'est ce sentiment-là qui sera tranché par cette élection présidentielle. Et moi, je dis aux Français, la seule chose qui peut influer sur le cours de l'histoire, c'est l'élection présidentielle. Et la réélection d'Emmanuel Macron amènerait à un nouveau quinquennat de casse sociale, de saignée fiscale, de désordre, de violence toujours plus importante, y compris effectivement à la montée toujours plus importante de l'islam politique qui a imposé ses lois et ses mœurs dans beaucoup de quartiers d'ailleurs. On marque une courte pause dans cet entretien présidentiel avec Jordan Bardella. Jordan Bardella est l'invité des entretiens présidentiels sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté. Jordan Bardella, entrons un peu dans le programme du Rassemblement national, notamment sur l'économie, parce que Mathieu vous demandait si l'élection allait se jouer sur le thème civilisationnel. Il est possible aussi qu'elle se joue sur l'économie. 2017 s'est joué sur ce thème-là, 2012 également, avec notamment la proposition de François Hollande de faire rendre gorge aux plus riches, et sans parler de celle de Nicolas Sarkozy. Quand on regarde les propositions que vous formulez, je ne vais pas les détailler, mais si l'on doit résumer, je dirais que vous avez une approche essentiellement fiscaliste de l'économie. Ce sont essentiellement des mesures fiscales qui bâtissent qui structurent votre programme économique. Se posent alors plusieurs questions. D'abord, quel est l'objectif que vous poursuivez à travers ces mesures-là? Et puis, est-il possible d'avoir le chiffrage des mesures? Parce que réellement, on constate que les rentrées fiscales pour l'État s'annoncent assez mauvaises, si c'est votre programme qui vient à s'imposer. Comment vous financez tout cela, Jordan Bardella? Alors, je veux bien vous détailler la quasi-totalité du chiffrage des mesures en 4 minutes 30, mais ça me paraît un peu compliqué. Viendra le temps du chiffrage. Marine Le Pen présentera dans quelques jours et probablement à la rentrée l'intégralité de son chiffrage. Si vous voulez, la philosophie générale, d'abord, c'est de rendre aux Français leur argent. Parce que vous avez raison, l'une des priorités des Français dans cette élection présidentielle, au-delà des enjeux civilisationnels et de ce que deviendra la France, c'est aussi le thème de la fiscalité. Nous sommes aujourd'hui le pays de l'OCDE qui prélève le plus d'impôts. Or, beaucoup de nos concitoyens se demandent où passe l'argent. Donc, nous ferons un effort. Attendez, pour thème de la fiscalité ou celui du pouvoir d'achat et des revenus? La question du pouvoir d'achat. En dessous de 2000 €, on paye très peu de cotisations, vous le savez, pratiquement pas d'impôt sur le revenu également. Oui, vous payez 60% de taxes lorsque vous allez mettre de l'essence dans votre voiture. Je vous le conseille. Vous payez un tiers de taxes lorsque vous allez payer votre facture d'électricité. Or, quand on apprend, d'après le dernier baromètre Info Énergie, que 1 Français sur 4 n'arrive plus à boucler ses factures de gaz et d'électricité et que 1 Français sur 5 a souffert du froid l'an dernier, oui, cela nous inquiète et oui, nous souhaitons faire un effort. Marine Le Pen a notamment annoncé qu'elle ferait de tous les produits énergétiques des produits de première nécessité. C'est-à-dire que on fera passer la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques, le carburant, donc l'essence, l'électricité, le gaz, le fioul, pour faire en sorte que, par exemple, sur un plein de 40 litres, vous mettez en moyenne 40 litres d'essence, de carburant dans votre véhicule, vous allez gagner 8 € par plein. Et avec l'ensemble de ces mesures que nous allons prendre, ça coûte 12 milliards, l'ensemble de ces mesures que nous allons prendre en faveur du pouvoir d'achat, je pense également à la nationalisation des autoroutes pour faire baisser les tarifs des péages, je pense également à la privatisation de l'audiovisuel public et de vos confrères de l'audiovisuel public pour supprimer la redevance audiovisuelle que les Français paient chaque année. L'ensemble des mesures que nous allons prendre très concrètes, la suppression de la CSPE sur la taxe, la facture d'électricité, nous allons arriver à 200 € de pouvoir d'achat mensuel rendu directement aux Français. Les Français subissent un véritable racket et donc effectivement, on veut une France extrêmement attractive
pour ceux qui entreprennent, ceux qui bossent. Marine a notamment proposé d'exonérer d'impôts sur le revenu l'ensemble des jeunes de moins de 30 ans. Donc c'est des mesures extrêmement offensives qui visent à rendre du pouvoir d'achat aux Français. Vous rendez autant à quelqu'un de très fortuné qu'à autant de très pauvres. Les mécanismes de redistribution, qu'est-ce que vous en faites dans cela? Est-ce que vous faites fi du problème, du fait qu'aujourd'hui, à travers ces mesures-là, vous allez faire autant de cadeaux aux plus riches Non, je pense que vous ne ferez pas croire qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui a fait des cadeaux considérables à l'ensemble des plus riches, c'est Marine Le Pen la candidate des ultra-riches. La vérité, c'est qu'avec Emmanuel Macron, les ultra-riches ont gagné et les ultra-pauvres ont perdu en pouvoir d'achat. Il y a des moins de 30 ans extrêmement riches. On va pas vous prendre des exemples, mais c'est vrai qu'ils restent minoritaires, je le concède. La philosophie de cette mesure vise pas tant, évidemment, qu'elle vise à rendre du pouvoir d'achat aux jeunes. Mais cette mesure, elle vise surtout à garder nos talents. Parce que, vous voyez, Marine Le Pen n'accepte pas l'idée d'un pays qui laisse partir sa jeunesse. Et d'un pays qui fait en sorte qu'il y a, d'après un article qui était paru dans les Échos il y a quelques mois, 160 000 jeunes qui sont amenés... allusion à cette proposition d'exonérer d'impôts sur les sociétés, les créateurs d'entreprises de moins de 30 ans. Et d'impôts sur le revenu l'ensemble des jeunes de moins de 30 ans. Ce qui pose des problèmes constitutionnels, vous n'êtes pas sans le savoir. Non, ça pose pas de problème. Il y a une rupture d'égalité devant l'impôt. Non, ça ne pose pas de problème constitutionnel. Le système de tranche n'est pas un problème constitutionnel et permet en tout cas de moduler l'imposition en fonction de vos revenus. Donc, le critère de revenu, oui, mais le critère d'âge, en revanche, si la loi doit être changée, la loi sera changée. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais on veut faire en sorte que les jeunes ne soient pas contraints de s'exiler et de quitter la France pour, une fois le diplôme obtenu, pouvoir travailler. Donc on veut assurer la transmission et assurer le renouvellement des générations et on veut permettre aux Français, par tout un tas de mesures offensives, de garder sa jeunesse. Et moi, je me résous pas à ce qu'on exporte tous nos bacs plus 10 et qu'on importe avec l'immigration que du bac moins 3. Retour aux questions internationales pour un instant. Vous avez vu que la question de l'Arménie vient de se réinviter dans la présidentielle avec le voyage d'Éric Zemmour et Philippe de Villiers en ce moment, en fait. Est-ce que pour vous, la question de l'Arménie aujourd'hui est un symbole de ce que certains nomment, plus ou moins exactement peut-être, le fameux choc des civilisations? C'est un symbole parce que c'est un peuple martyr que nous avons beaucoup défendu au Parlement européen. J'ai moi-même déposé une résolution au Parlement européen pour condamner l'agression qu'a subie l'Arménie par l'Azerbaïdjan. C'est un peuple martyr qui a été abandonné aux mains de tous les ennemis de l'Occident et de tous les ennemis de notre civilisation, aux mains notamment de la Turquie d'Erdogan, qui s'est caché derrière cette attaque de l'Azerbaïdjan, qui a commis des exactions, des crimes extrêmement violents. Et c'est vrai que les chrétiens là-bas subissent un lourd fardeau. Moi, je m'étonne, si vous voulez, que quand ce sont des minorités musulmanes qui sont opprimées de par le monde, ça indigne tout le monde. Ça indigne les influenceurs, ça indigne la communauté internationale, ça indigne les youtubeurs, ça indigne... Il y a des mouvements de soutien qui sont lancés sur les réseaux sociaux. En revanche, quand ces minorités opprimées et malmenés sont des chrétiens ou des catholiques, là, on n'entend plus personne. On met pas en doute votre sincérité, mais ça peut être aussi un marché électoral. Vous visez aussi les voix des Arméniens de France qui ne veulent pas être instrumentalisés aussi. On peut faire le même reproche à Éric Zemmour qui est et à Valérie Pécresse qui y sera. Mais à l'approche des élections, tout le monde s'y précipite. Non, mais c'est pas à l'approche des élections. Moi, j'ai beaucoup bataillé au Parlement européen pour défendre l'Arménie depuis maintenant 2 ans et demi que je suis élu. Le site du Parlement européen fera foi. Mais enfin, vous pouvez pas me reprocher de faire du marché électoral. C'est-à-dire que je veux dire, à chaque fois qu'on apporte une réponse à un problème, on nous explique qu'on fait du marché électoral et qu'on fait de la récupération. L'Arménie est un sujet éminemment politique parce que c'est le symbole de l'abandon de notre civilisation à l'ensemble de nos ennemis, à commencer par la percée des islamistes. Plusieurs représentants de la communauté arménienne en France ont exprimé depuis des années leur refus de se voir instrumentalisé, notamment, je le dis, par le Rassemblement national. Exemple, j'ai vu une tribune, pas une voix arménienne pour le FN, c'était il y a quelques années, en 2012, par une représentante également. Voilà, c'est simplement une communauté qui veut être et puis, libre de son choix. D'accord, mais puis c'est une personne d'origine arménienne parmi tant d'autres. Donc voilà, moi j'ai pas de débat là-dessus. Nous on fait des propositions et puis ensuite ce sont les Français qui choisissent. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français arméniens d'origine arménienne qui se sentent représentés et défendus. Vous savez, des associations on en rencontre. J'en ai moi-même rencontré à Strasbourg parce qu'il y a une forte communauté arménienne dans l'est de la France. Donc je pense que les Français de confession, enfin d'origine arménienne savent pertinemment que le Rassemblement national a toujours été à leur côté dans la défense de leur civilisation et dans la défense de leur intégrité territoriale. Nous avons été les seuls d'ailleurs, quasiment les seuls, à réclamer et à demander à la communauté internationale, je l'ai fait au Parlement européen, la reconnaissance du Haut-Karabakh dans... François Fillon, sur ces questions, avait été très... Je croyais que vous alliez me dire François-Xavier Bellamy, mais vous avez raison dans les deux cas. Mais vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Alors, choc des civilisations en Arménie, est-ce que ce concept de choc des civilisations qui traîne dans la politique française, occidentale depuis une vingtaine d'années, très longtemps.
les années 90, est-ce qu'il s'applique aujourd'hui à ce qui se passe en Europe? Autrement dit, est-ce que ce choc des civilisations a traversé la Méditerranée? Est-ce que ce qui se passe en Europe, pardonnez-moi, c'est ce choc des civilisations? Quand vous avez des prêtres qui sont égorgés dans des églises françaises, quand vous avez des salles de spectacle qui sont attaquées à la Kalachnikov au cri d'Allah Akbar, quand vous avez des processions qui sont attaquées, quand vous avez des journalistes qui vivent sous protection policière parce que menacés par des islamistes, quand vous avez des Français qui quittent leur banlieue complètement islamisée. Islamiste, choc des civilisations suppose que c'est la chrétienté face à l'islam, c'est différent. Mais Monsieur Bardella, non mais là, il faut qu'on soit précis sur les mots. Je veux être parfaitement précis, je vous l'ai dit en début d'entretien, ce sont des symboles. Quand ce sont des symboles français, ce sont aussi des symboles de la chrétienté qui sont attaqués. Mais je pense que la chrétienté, elle est consubstantielle de l'histoire de France. C'est pas toute l'histoire de France, mais c'en est en tout cas une très très large partie. C'est éminent de l'histoire de France. Mais notre civilisation occidentale, notre civilisation chrétienne, Noël, parce que là, vous dites l'islamisme. Ce n'est pas une civilisation, l'islamisme. Mais moi, je ne mets pas dans le même sac des Français de confession musulmane qui respectent nos lois, qui respectent nos valeurs. Et moi, vous savez, j'ai vu, parce que j'ai grandi à Saint-Denis dans le 93, j'ai vu beaucoup de Français d'origine algérienne me dire l'islamisme que j'ai fui dans mon pays, l'islamisme qui m'a fait quitter ma famille, ma terre dans les années 90, je suis aujourd'hui en train de le retrouver dans mon pays, la France. Et ça me fait peur. Mais il n'en reste pas moins que des écrivains algériens comme Boualem Sensal expliquent aujourd'hui que par tant de compromissions, tant de reculades face à la montée de l'islam et de l'islam politique, eh bien, la France a été réglée à l'heure islamique, comme l'a été l'Algérie. Il fait ce parallèle, comme l'a été l'Algérie à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, les islamistes ne veulent pas faire sécession, ils veulent conquérir l'espace public. Et c'est vrai que cette guerre contre l'islamisme, on a un peu le sentiment qu'elle n'a jamais été déclarée et qu'elle n'a jamais été menée. Et je pense qu'aucun Français ne peut douter de la volonté politique de Marine Le Pen et de son courage à défendre notre civilisation, notre culture, nos modes de vie et à mener la guerre à l'islam radical. Merci Jordan Bardella, vous étiez merci à vous l'invité ce matin des entretiens présidentiels. Merci Sonia Mabrouk et merci Mathieu Bocoté.